pendant le reste de la soirée. Merci Anne. Merci Philippe. Je voulais signaler aussi une autre qualité de TV Liberté, c'est qu'elle a créé une radio sur Internet. Et donc, tout le monde, beaucoup me disent, mais c'est pas pratique une radio sur Internet. Mais au contraire, ça l'est beaucoup parce que vous le placez sur votre téléphone et vous épluchez vos haricots, vous faites un long voyage en train ou en voiture, vous repassez, vous peignez votre salle à manger, vous avez exactement l'émission que vous voulez, quand vous voulez, puisque cette radio sur Internet vous offre toutes les émissions que vous voulez à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc c'est un grand progrès. Voilà. Alors, merci. Pardon. Oui, oui, bien sûr, ça ne va pas du tout, ça. Non, très bien, là, voilà, c'est bon. Si on... Non, non, Est-ce que non, je non. peux pousser le monde Juste un sans mètre. Non, non, prétention? vous déplacez juste un mètre, c'est bon. Là, approche un peu ça. Non, ça va aller. C'est surtout que je voudrais mon texte, parce que... Voilà, ici c'est bien, là. Ici, ça vous va? Non, même là, c'était Je suis bien. un peu confuse de vous tourner le dos. Très mal élevé. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, la culture au service du bien, nous voilà tout de même tous bien anachroniques, nous préoccuper d'une culture censée ne pas exister, en un temps où certains philosophes reprennent les vieilles antiennes sur l'inexistence de Jésus. Tout cela est vraiment fou. Mais qui n'est jamais fou n'est pas sage. La culture est et sera toujours l'ensemble des rites spirituels, des mœurs et des œuvres artistiques d'un peuple. Mais la notion de peuple est devenue aussi obsolète. Une partie de la définition s'efface. La culture au service. En un temps où certains artistes et certains fonctionnaires culturels se servent goulûment de l'argent public et de notre patrimoine pour vendre leurs mois pitoyables et amasser des fortunes, ce service est encore une notion dépassée. Illustrons ce propos par Jeff Koons, c'est cet artiste américain, vous savez, qui fait des balloon dogs, en français c'est des ballons en caoutchouc, qui s'installe au château de Versailles pour profiter d'une magnifique zone de chalandise, comme on dit en marketing, et faire monter sa cote artistique en bourse parce qu'il croit que ces chiens en plastique valent ceux de Oudry. Il s'associe, en ce moment, il s'associe à Vuitton et il met des Léonard de Vinci, des Rubens et des Fragonard sur des sacs à main. Le Figaro, madame, le définit comme un passeur d'âme. Non, c'est un faussaire, un photocopieur, un exploiteur de filons artistiques. Quant à la culture au service du bien, notre titre, alors ce bien n'est plus indiqué par aucune boussole. Il semble reléguer tout vieilli et craquelé au musée Grévin. Nous allons voir que cette culture française et européenne est en réalité au service du mal. Mais dans une seconde partie, rassurez-vous, nous définirons une culture au service du bien, celle qui a existé depuis des siècles, celle qui a fait notre civilisation et qui continue de vivre comme une eau souterraine et quelquefois à l'air libre. La culture au service du mal, eh bien, nous la voyons à l'œuvre dans la promotion de pratiques inhabituelles, mortifères. L'avortement, l'euthanasie, l'homosexualité, le mariage pour tous, tout ça, vous le savez fort bien. Donner la mort était réservé aux guerriers, aux juges et aux rois. En aucun cas aux maires et aux médecins, dont la raison de vivre et d'exercer est justement le contraire, protéger la vie. Quant à l'homosexualité, il n'y aurait plus de peuple français depuis longtemps si cette pratique avait été généralisée. Une autre dérive très grave, celle-là, est la célébration du sexe ad nauseam, 24 heures sur 24, chez les jeunes et les vieux, en privé et en public, sur les écrans de télé, de publicité et les scènes de théâtre. Fini la chasteté médiévale, la carte du tendre du XVIIe siècle,
la résistance de la princesse de Clèves, il faut consommer du sexe, et ce, en public. Ce qui ne s'est jamais fait jusqu'à présent. Je me souviens de ce beau roman de Jean de La Varande, Né de cuir, et il rentra dans sa chambre et la porte se ferme et on les retrouve le lendemain matin. Notre Jean de La Varande serait tout à fait étonné de ce qui se passe aujourd'hui. Quelques exemples artistiques locaux. Au Festival d'Aix, Così fan tutte a été mis en scène l'an dernier dans l'Italie mussolinienne en Éthiopie. Premier tableau, un soldat italien pénètre debout une jeune africaine. Deuxième tableau, un soldat africain lutine Dorabella. Bien sûr, en sous-titre, la promotion de l'indispensable métissage. Autre exemple, l'opéra de Handel, je ne me souviens plus du titre, dans le même festival, qui mettait en scène une belle copulation qui a fait jaser. Troisième exemple, à la télévision, Péléas et Mélisande, qui depuis un siècle est un opéra dans lequel la poésie naît du symbole. Inutilité vulgaire d'affirmer que Péléas a été l'amant de Mélisande, alors que dans le texte de Maeterlinck, le mystère demeure. Le striptease de l'héroïne nous ramène rue du Faubourg Saint-Honoré en nous éloignant de la forêt. Et quatrième exemple, la semaine dernière, mise en scène de Carmen. Très bien chanté, mais c'est le premier spectacle, je crois, du festival de cette année. Mais un José qui aurait perdu tout désir sexuel et que Carmen emmène dans un centre thérapeutique pour raviver sa libido. Là, on descend de plus en plus, je ne sais pas où on va se retrouver, mais très bas. En réalité, le metteur en scène fait un contresens, là comme dans les autres pièces. C'est pour ne pas avoir maîtrisé sa libido que les problèmes arrivent. Così est l'histoire d'une tentation, Péléas aussi, mais les héros résistent. Mais le mot même de maîtrise a disparu des écrans. Il faut au contraire libérer sa libido, la déchaîner au sens propre. Je vous conseille un petit livre que l'abbé Morin a lu ici, celui de Stéphanie Bignon, avec qui j'avais écrit un petit livre drôlement intitulé « Cessez de nous libérer » chez Via Romana. Eh bien, elle vient d'écrire la chasteté ou le chaos, et elle démontre les méfaits d'une consommation à outrance dans tous les domaines, puisque évidemment cette chasteté est un symbole de la débauche générale, y compris dans la consommation. Donc premier méfait, ce forcing sur le texte, sur le sexe tout azimut. Seconde célébration extrêmement grave qui entraîne des conséquences terribles, la célébration de l'égalité. Fille bâtarde, vous le savez, de la Révolution et mère de la démocratie. Et cette égalité qui a de multiples conséquences que nous sommes en train de découvrir, notamment le relativisme est roi. Tout se vaut, nous sommes tous égaux, tous intelligents, toutes les œuvres artistiques se valent, toutes les religions se valent, et vous pouvez continuer la liste comme ça pendant des heures. Nous sommes dans un monde complètement indifférencié. Ainsi, les arts de l'islam qui sont interdits de représentation de l'homme et du monde sont mis sur un pied d'égalité avec l'art occidental qui est un art incarné puisque chrétien. Nous ne sommes plus des nains montés sur des épaules de géants, nous sommes des dieux. La célébration de la nouveauté, du progrès, la déesse du temps conduit nos contemporains à mépriser le passé, mépriser les ancêtres, leur expérience et leur savoir. Plus de transmission, on repart à zéro et on prend le zéro pour l'alpha et l'oméga. Ainsi, l'école des beaux-arts a vu ses bustes grecs détruits en 68. On n'apprend plus à peindre dans les allées du Louvre en copiant les grandes œuvres.
il faut innover. Du coup, dans une explosion de narcissisme jamais vue, certains peintres veulent étaler leur moi sur la toile avant même d'avoir appris à manier un pinceau. N'importe quel jeune homme dessinant dans la rue, sous l'emprise de la drogue quelquefois, est considéré comme un nouveau Michel-Ange. Cette démocratisation artistique n'est pas une invention de ma cervelle réactionnaire. Il y a à Paris, à la mairie de Paris, un service démocratisation culturelle et action territoriale qui sent son marxiste à plein nez. Il y a des inspecteurs de la création, imaginez-vous, des inspecteurs de la création qui décident qui est artiste et qui ne l'est pas. Un grand sculpteur qui s'appelle Boris le Jeune, d'origine ukrainienne, qui avait choisi l'exil parce que son pays était trop soviétisé, à qui l'on doit une très belle statue de Jeanne d'Arc. Je vous conseille d'aller la voir sur Internet. Elle est à Domrémy, et elle est à Bermond, c'est-à-dire la petite chapelle où Jeanne a entendu ses voix. C'est une très belle Jeanne d'Arc. Eh bien, il a été sidéré quand il est arrivé en France parce qu'il a trouvé les mêmes inspecteurs de la création en France que dans son pays. Et il en fut sidéré de tristesse. C'est donc un fonctionnaire qui va décider qui est un artiste, qui doit recevoir de l'argent public et quelle catégorie de personnes doivent recevoir la culture, comme on perfuse un malade sans lui demander son avis. Ainsi, à l'heure actuelle, vous avez ce qu'on appelle une discrimination positive et les petits-enfants des milieux, comment dire, des banlieues des grandes villes, des chances pour la France, vont se voir proposer des formations musicales auxquelles n'auront jamais droit les petits Français. Nous assistons à cet esprit d'égalité, ce relativisme, a aussi pour conséquence que nous assistons à la célébration d'une littérature d'une extrême décadence, d'une extrême nullité, d'une extrême vulgarité, au détriment de la richesse, de la recherche de l'excellence. Les stars actuelles s'appellent Virginie Despentes et Christine Angot, qui font livre après livre des investigations de leur petit corps, qui est un sujet quand même très étroit. Jean Raspail n'a pas été accueilli à l'Académie française pour avoir vu ce qu'il a vu, l'invasion migratoire dans le camp des Saints, ce qui est la définition de la littérature sans Péguy. Selon Péguy, voyez ce que vous voyez et dites ce que vous voyez. Vladimir Volkov, non plus, dont l'énergie et la lucidité et l'œuvre merveilleuse eussent dû lui valoir un habit vert. Et si André Imakine est entré sous la coupole, c'est dû à la complicité de Dominique Fernandez, qui aime la Russie comme il aime la France. Plus de transmission, vous le savez bien, dans l'enseignement de notre langue française, de notre grammaire, de notre orthographe. Robert Redeker disait dans un article que la maladie de la langue est la plus grave des maladies, c'est celle de l'âme de la nation. C'est cette maladie qui décompose la nation, qui la détache de son passé et qui la coupe de ses racines. Ce refus de transmettre l'apprentissage de la langue a des conséquences gravissimes, dont la première, c'est il génère une violence extrême, car celui qui ne maîtrise pas sa langue est en souffrance et devient violent. Si les écoliers apprenaient encore « mignonne, allons voir si la rose », nous entendrions moins de « Ziva, nique ta mère » dans les rues.
plus d'enseignement de l'histoire, bien sûr, mais un chapelet de mensonges historiques faisant des Français la risée des autres peuples. Nos contemporains donc se croient des géants et en fait se comportent comme des nains. Jean Madiran et Dom Gérard, qui l'a édité, étaient persuadés de cette idée centrale et cela a donné un très beau livre édité par les éditions du Barou qui s'appelait « Une civilisation blessée au cœur ». Une société qui bannit l'autorité des anciens, qui refuse les leçons du passé, est une société en perpétuelle révolution. Elle est en marche, vous vous en êtes rendu compte, sans savoir vers où, et on n'a plus aucun frein pour arrêter son train. La société démocratique actuelle refuse toute autorité. C'est normal, puisqu'on est tous égaux. Pourquoi l'un serait le chef? Mais le problème, c'est que l'autorité, sans autorité, rien ne fonctionne. Ni un bateau, ni un orchestre, ni une entreprise, ni une classe, ni une famille, ni une ville, ni un gouvernement, ni l'Église. Donc, si l'on veut des élections démocratiques, je propose que l'on prenne exemple des élections démocratiques monastiques. J'ai appris en lisant le journal du Barou, personne ne se présente dans un monastère. Il est interdit de faire campagne, les moines choisissent leur père abbé, comme jadis les soldats hissaient sur le pavois le chef qu'ils s'étaient choisi, et ce, pour bien plus que 4 ans. Puisque l'on parle des ordres monastiques, terminons la présentation de cette culture au service du mal par son anticléricalisme viscéral. On a eu, et forcené, on a eu 89, 1905, 1920, le meurtre, l'expulsion des congrégations religieuses, et aujourd'hui, l'éradication de toute évocation du fait religieux. Le refus discret mais permanent de l'entretien des églises, pour lesquelles il n'y a jamais assez d'argent, à la différence des ronds-points et des mosquées, et maintenant la destruction pure et simple, pour raison de sécurité, de nos plus vieilles églises. Et la plupart sont en effet très vieilles. Barès, vous le savez, dans un très beau livre qui s'appelait « La grande pitié des églises de France », le problème n'est pas nouveau, après le curé d'Ars nous avait prévenu. Oui, messieurs, l'église plantée sur la place du village assainissait le sol. Autour d'elle, la plante humaine se développait dans un air de civilisation. Si vous la jetez bas, il semble que les exhalaisons malsaines qu'elle avait étouffées s'élèvent de nouveau. Le curé d'Ars, lui, annonçait le retour du malin 3 mois après la disparition d'une église. Plus subtil est le relativisme à l'égard du catholicisme que l'on met sur le même plan que le protestantisme, le judaïsme ou le bouddhisme. Mais désolé, ce n'est pas le protestantisme, ni le judaïsme, ni le bouddhisme qui ont bâti notre civilisation, et on arrive ainsi à juguler cette autorité catholique. La chasse au comportement catholique bat son plein. Éviction du comité d'éthique des religieux, pénalisation de tous les rappels des lois catholiques issues des 10 commandements, comme bien sûr l'entrave à l'avortement et la surveillance juridique soviétique des derniers établissements scolaires catholiques hors contrat. Et dorénavant, un évêque va pouvoir être poursuivi pour rappeler qu'avorter et euthanasier restent des crimes. Les subventions de la culture vont en priorité aux spectacles anticatholiques comme ceux de Castellucci. Chacun d'entre nous a pu faire l'expérience de problèmes dans sa carrière quand on était catholique. Ici présente, une jeune femme qui a travaillé il y a très longtemps dans un organisme d'État à Toulon et qui n'a jamais été promue parce que le chef était probablement d'une secte bien connue et qu'elle avait le malheur de porter sa croix. J'ai une grande amie qui vient d'être virée aussi d'un grand groupe pétrolier
Elle portait ostensiblement sa croix. À Noël, elle faisait avancer, tout décembre, elle faisait avancer les bergers qui devaient arriver à la crèche. Et on lui a dit qu'on ne voulait pas de village, qu'on en avait assez de son village gaulois. Évidemment, ceux qui veulent un village mondial ne supportent pas un village gaulois avec l'église au milieu. Ces comportements, cet anticléricalisme, il est bien stigmatisé par un philosophe qui s'appelait Étienne Gilson. Et je trouve qu'il est parfait pour montrer les élections, pour évoquer ce qui s'est passé récemment. Qu'est-ce qu'un gouvernement d'union nationale? C'est un ministère d'anticléricaux qui fait appel au dévouement des catholiques. Les catholiques sont toujours dévoués. Qui fait appel au dévouement des catholiques pour l'aider à tirer la France du péril où l'anticléricalisme l'a mise. Et, l'en ayant tiré, continuer de le persécuter. Je trouve que cette phrase est à méditer parce qu'elle est parfaitement adaptée à toutes les situations. Et encore jusqu'aux dernières élections. Cette culture au service du mal est en réalité une culture de mort, comme l'avait si bien annoncé Jean-Paul II. On pourrait continuer cette litanie pendant des jours et des jours, mais vous la continuerez tout seul et vous le savez très bien. Mais en préparant cette conférence, j'ai vraiment réalisé combien le problème était de plus en plus grave. Là, Dieu merci, notre culture, la culture qui a fait l'Europe, elle est au service du bien et elle est si belle et si naturelle que là aussi il est très facile de l'évoquer. Ce bien, vous le savez, a deux frères, le beau et le vrai. Nous verrons donc les comportements que cela entraîne ou présuppose. Le bien commun, à chaque niveau naturel et surnaturel, depuis la famille jusqu'au royaume de Dieu, constitue le meilleur bien des personnes individuelles et la finalité de chacune à chaque niveau. Le servir procure un épanouissement. J'ai une amie qui rentre de Moscou, qui n'a pas la chance d'avoir la foi, mais qui est suffisamment fine pour avoir remarqué, elle me disait le bonheur de ces Russes qui ont retrouvé le chemin de l'Église. Et elle m'a dit, c'est maintenant un peuple heureux. Les reliques de Saint-Nicolas ont quitté Paris et ont été exposées à Moscou, et les queues pour les vénérer étaient immenses. Le premier bien commun, bien sûr, est la famille. Pourquoi les vierges à l'enfant rayonnent dans nos églises et sur les murs de nos maisons depuis la nuit des temps? Parce qu'elles sont l'image de nos besoins profonds, celui de la maternité, celui de la continuité et finalement de l'éternité. C'est le titre d'un beau film célébrant 3 générations d'une même famille, dont les hommes sont tués à la guerre ou meurent prématurément après avoir conçu des enfants. Ce film s'appelait Éternité. La célébration du miracle de la vie chez la Vierge devient la célébration du miracle de la naissance chez toutes les autres femmes. Et l'on voit comment l'optique est complètement détournée, si vous voulez. Dans un premier cas, la naissance est une catastrophe, il faut avorter, et dans un second cas, la naissance est un miracle et elle doit être célébrée. Le peuple, lui, n'est qu'une famille de familles. Appartenir à un peuple est une nécessité pour ce bien commun. Le dénaturer, le laisser remplacer, c'est faire de la culture hors sol, avec des engrais chimiques, insatiété. Et cela ne marche pas.
les hommes ont besoin d'une patrie. Raisonnement valable pour chaque humain sur cette terre, les vieux Européens, comme les migrants, poussés sur les routes par des forces maléfiques dans un but guerrier. Les hommes et les femmes ont besoin aussi d'une église, et une église triomphante. Pour chanter Veni Creator, il faut avoir chasuble d'or, chantaient les canuts lyonnais. Une église présente dans les maternités, dans les hôpitaux, dans les maisons de fin de vie, dans les organismes caritatifs, au gouvernement. C'est l'Église qui a incarné la charité en Europe. Nos contemporains n'ont fait qu'inventer la solidarité, qui n'est qu'un déguisement de la charité. Et cette solidarité, elle connaît de sérieux bugs. Notre culture, enfin, est une célébration du beau. Un beau nettement défini, qui fait processionner des milliers de gens à Versailles, à Florence, à Rome, à Athènes. Une beauté à laquelle on doit initier les enfants dès la maternelle. La beauté de la langue, de la musique, la pratique de cette langue et de cette musique. Et l'un des moyens les plus rapides pour restaurer cet apprentissage artistique, c'est de rendre aux artistes leur rôle de maître et diminuer considérablement le nombre de fonctionnaires qui vivent bien sur les budgets culturels, alors que les artistes crèvent de faim et les élèves d'ignorance. Je peux vous donner un exemple très étonnant qui m'a été donné par un musicien. Pour un orchestre de 50 personnes, il peut y avoir jusqu'à 30 fonctionnaires. Vous voyez, 50 musiciens, 30 fonctionnaires. Comment voulez-vous que 50 musiciens fassent vivre 30 fonctionnaires? Ce n'est pas possible. Et c'était d'ailleurs l'objet de la grève de l'Opéra de Toulon. Cette connaissance des arts est méprisée pour la simple et unique raison que cette culture est catholique. On va donc privilégier l'art non figuratif et l'art contemporain. Vous pensez bien que dans une école laïque, républicaine et tout, on ne va pas montrer aux enfants l'art primitif italien. Ce n'est pas possible pour un gouvernement laïque. Donc, on supprime tout ce qui a été fait dans les siècles passés et on va prendre cet art qui désincarne les femmes. Je pense à un Picasso avec la femme avec l'œil au milieu du front, et on va complètement éloigner les enfants de la réalité. La peinture, nous dit Philippe le Jeune, qui est ce grand peintre que l'on a entendu longtemps sur Radio Courtoisie et dont on peut voir les œuvres sur Internet. Vous tapez Philippe le Jeune et son œuvre est très religieuse. La peinture, dit-il, est une liturgie de la beauté. Cette religion n'a pas de catéchisme puisqu'elle est en marche, mais l'âme ne fait pas l'économie, l'art ne fait pas l'économie de la présence de Dieu. Il nous explique pourquoi l'art contemporain trouve sa source dans le matérialisme. Le matérialisme est iconoclaste parce qu'il sait que la figuration est un puissant moteur de l'évangélisation. Les paraboles sont des tableaux vivants. Les Juifs craignaient les idoles, les athées craignent l'idole de l'incarnation. Le néant n'est pas représentable. L'idée de rendre sacré est au cœur de l'homme et dépasse son pouvoir. Et cette phrase que j'aime beaucoup, Duchamp ne possède pas le pouvoir de dire « tu es urinoir et sur cet urinoir, je bâtirai l'art contemporain ». La seule victime que le peintre peut sacrifier, c'est l'esquisse qui deviendra le sang de l'offrande. Ce mouvement de désacralisation du monde contemporain
à des causes anciennes, vieilles de 2 siècles, mais des causes proches aussi, notamment venant d'Amérique. Il faut écouter Julius Evola. L'Amérique a créé une civilisation qui représente une contradiction exacte de l'ancienne tradition européenne. Elle a introduit la religion de la praxis et de la productivité. Elle a rendu la quête du profit d'une grande production industrielle et de réalisations mécaniques visibles et a mis les réalisations concrètes en avant de tout autre intérêt. Elle a généré une grandeur sans âme d'un caractère purement technique et collectif, dépourvu de tout arrière-plan de transcendance, de lumière intérieure et de vraie spiritualité. Cet esprit productif a entraîné le culte du best-seller. Si vous n'écrivez pas un best-seller, vous n'êtes pas un écrivain. Si vous ne vendez pas vos tableaux des millions de dollars, vous êtes un pauvre bougre. Aude de Kéros a très bien stigmatisé ce nouvel art dit art financier qui écrase de tout son poids l'art caché, l'art authentique, fruit du sacerdoce d'artistes qui consacrent leur vie à la recherche du beau. Benoît XVI a répliqué à cette emprise financière par ces mots: ce qui a fondé la culture de l'Europe, la recherche de Dieu et la disponibilité à l'écouter, demeure aujourd'hui encore le fondement de toute culture véritable. De cette affirmation, il naît évidemment le fait que nous rentrons en période de barbarie, puisque Dieu est éradiqué de nos sociétés. Plus d'art, plus de Dieu, partant plus d'art. L'une des mesures évidentes, donc je vous l'ai dit, de restauration culturelle, j'insiste beaucoup parce qu'il faut absolument inverser cette tendance, c'est de rendre aux artistes le pouvoir d'organiser notre vie culturelle, l'enseignement, les manifestations, les festivals, les expositions. Il est anormal que toute cette activité ait éradiqué les artistes au profit des fonctionnaires, lesquels sont des gens très bien, mais peu indépendants. Ils sont même dépendants d'un régime, lequel régime a des buts idéologiques. Nous devons cesser de distribuer des subventions, d'offrir nos plus beaux patrimoines à des copains et à des coquins proches du pouvoir. Dresser une chute d'eau au bout d'une grue sur le grand canal du château de Versailles ridiculise l'artiste Olafur Eliasson, le directeur du château, Catherine Pégard, et le président de la République. Louis XIV, lui, avait choisi le nôtre et ses jeux d'eau pleins de courbes généreuses. Ces fonctionnaires ont aussi la fâcheuse tendance de privilégier tout ce qui n'est pas français. Et ce n'est pas tout à fait normal. Prenons le cas du Mucem de Marseille. Eh bien, ce musée a été fait en dépouillant le musée des arts et des traditions populaires qui était à Paris, dans le bois de Boulogne, près du Pré-Catelan, près du... Merci beaucoup, du jardin d'acclimatation. Avenue du Mahatma Gandhi. Et tout simplement, il a été dépossédé parce que c'est Pinault ou Arnaud, j'en sais rien, je les confonds toujours, ces gredins, voulait le bâtiment pour faire encore ses expositions personnelles. Ce musée des arts et traditions a été déménagé pour Marseille. Donc je pensais, en allant au Mucem, les retrouver. En réalité, j'ai trouvé 2 ou 3 objets, et m'inquiétant, j'interroge tout le monde. Et finalement, on me répond: oh, il faut que vous alliez à l'annexe. Alors, un autre voyage à Marseille, je vais à l'annexe, c'est juste derrière la gare. Et là, 2 fois par semaine, de 2 à 4 heures, vous pouvez visiter des tiroirs, et si vous avez de la chance, on vous montrera 1 ou 2 objets. Résultat des courses, nos arts et traditions populaires françaises sont maintenant invisibles. Pendant
que les arts de la Méditerranée s'étalent coûteusement dans le nouveau musée, parce que c'est quand même très important. À l'école de chant de l'Opéra de Paris, subventionnée par nos impôts, 80% des chanteurs viennent d'ailleurs. 80%. Les jeunes Français n'ont qu'à aller chanter ailleurs. Et cela doit changer. Le film Opéra, qui était sur les écrans il y a peu, décrivait le fonctionnement de cette auguste maison, et il a montré complaisamment un orchestre de jeunes apprentis musiciens, choisis uniquement parmi les enfants de la diversité. Le tout subventionné par une New-Yorkaise qui faisait le trajet New York-Paris pour voir le progrès de ses protégés, lesquels malheureusement ne faisaient pas beaucoup de projets parce que le violon leur restait quand même assez étranger. Et ces pauvres enfants faisaient peine à voir tant le violon les ennuyait. Et j'avoue que cette scène m'a été extrêmement douloureuse parce qu'ils auraient voulu montrer que le violon était beaucoup trop éloigné d'un enfant africain, parce qu'il s'agissait d'enfants d'origine africaine. J'ai trouvé que cette scène était extrêmement cruelle et que cette pauvre idéologue américaine n'avait pas bien compris que ces enfants auraient probablement joué très très bien de la kora, du djembé, mais que le violon, ça nécessite 20 ans d'apprentissage dans les meilleurs cas, et ça sous-entend d'avoir des grands-parents, des arrière-grands-parents, des ancêtres qui ont déjà appris le violon. Notre histoire doit redevenir le chant des gloires françaises plutôt que celle de ses turpitudes. Les voyages scolaires doivent servir à découvrir la France, uniquement la France. Ils sortiront plus tard des frontières. Et notre enseignement scolaire doit être bâti sur la célébration, je veux dire l'admiration. Gustave Thibon nous l'a rappelé, ce ne sont pas les choses admirables qui manquent, c'est la faculté d'admirer. On m'avait donné la lourde tâche de remettre des prix dans l'école du Pradet récemment, et j'ai dit aux enfants qu'il fallait suivre toujours trois actions: remercier, admirer et travailler. Eh bien, ce sont trois actions qui ont disparu des écrans dans les écoles. On ne remercie pas, on n'admire pas, tout se vaut. Et le travail est tout à fait éradiqué lui aussi, puisqu'on doit jouer pour apprendre. Donc, j'aime beaucoup cette phrase de Gustave Thibon: ce ne sont pas les choses admirables qui manquent, c'est la faculté d'admirer. Il doit être aussi fondé sur la reconnaissance du travail de nos ancêtres, tous nos ancêtres, les paysans de France, les artistes de France, les entrepreneurs de France et les religieux de France. La civilisation grecque et romaine doit figurer de même à notre panthéon. Nous sommes vieux de 5 siècles, disait Renan. Admiration et reconnaissance sont les deux attitudes bénéfiques d'une société harmonieuse. Nicolas Gomez d'Avila nous conseille aussi: limitons notre ambition à pratiquer contre le monde moderne un sabotage spirituel méthodique. Le pur réactionnaire n'est pas un nostalgique qui rêve de passés abolis, mais le traqueur des ombres sacrées sur les collines éternelles. Nos ombres sacrées sont chrétiennes. Parcourez la France et vous cheminerez de clocher en clocher, d'abbaye en cathédrale, au centre des villes et des villages, au creux des vallons et au sommet des montagnes. Ne pas les aimer, ne pas les respecter, nous plongera dans un monde barbare, invivable. Empruntons à Pie XII notre conclusion: le beau doit nous élever. La fonction de tout art consiste à briser l'espace étroit et angoissant du fini dans lequel l'homme est plongé tant qu'il vit ici-bas, pour ouvrir une sorte de fenêtre à son esprit
qui tend vers l'infini. En face d'une culture sans espérance, faites donc sourire sur la terre, sur l'humanité, le reflet de la beauté et de la lumière divine. Et vous aurez, en aidant l'homme à aimer tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de juste et de pur, d'aimable, contribué grandement à l'œuvre de paix. Voilà une bonne feuille de route. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Anne pour cette très belle causerie, de façon très pratique.